Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup, parce qu'en Algérie, visiblement, c'est toujours le chaos. Voilà qu'un nouveau feuilleton politico-financier vient s'ajouter à la longue saga des scandales nationaux. Et comme d'habitude, l'ombre poisseuse de l'oligarchie plane au-dessus du pays. Celle-là même que le régime de Tebboune prétendait avoir éradiquée à coups de slogans moralisateurs. Résultat, elle est revenue encore plus sournoise, encore plus puissante, s'infiltrant dans les rouages essentiels de l'État avec une discrétion toxique. C'est bien simple, sous Tebboune, les tentacules de l'affairisme n'ont jamais été aussi étendus, aussi obscures, aussi dangereusement silencieuses. Autant vous dire que l'oligarchie d'aujourd'hui n'a plus rien à envier à celle de l'ère Boutef, au contraire, elle l'a dépassée, contaminée, perfectionnée. À l'époque, au moins, on avait le luxe de pouvoir crier, gratter du papier, passer à la télé, dire les choses. Les plumes étaient libres, les micros ouverts. On pouvait zapper sur BTV ou s'énerver en regardant une enquête sur Jia. Liberté Watt Algérie part, tous ces espaces permettaient aux journalistes de faire leur boulot fouillé, dénoncer, exposer. Aujourd'hui, silence radio. Et pourtant, les nouveaux maîtres du jeu sont encore plus redoutables, tapis dans l'ombre sans visage, sans contradiction. De nos jours, il ne reste plus grand-chose à museler, la parole est déjà bâillonnée. La liberté d'expression évaporée. À sa place, un silence imposé, une chape de plomb tombée sur chaque rédaction, chaque micro, chaque clavier. La censure ne se cache même plus, elle parade en plein jour, accompagnée de sa sœur jumelle, l'autocensure encore plus docile et insidieuse. Les voix dissidentes sont réduites au silence, emprisonnées à la moindre alerte. Les oligarques de l'ère Tebboune avancent masqués, jamais inquiétés, jamais exposés. Et si parfois la vérité franchit les frontières, c'est grâce à nous, ceux de l'exil, ceux qui tiennent encore un stylo ou un micro malgré tout. Mais soyons clairs, nous ne sommes qu'une poignée dispersée, entêtée, presque seule. Disons-le sans détour, l'oligarchie d'aujourd'hui, sous l'ère Tebboune, est bien plus redoutable que celle d'hier. Pourquoi? Parce qu'elle agit en terrain libre, sans crainte, sans frein et surtout sans témoin. À l'époque de Bouteflika, au moins, elle se montrait au grand jour. Elle avait un visage des noms et face à elle, des voix s'élevaient. On avait Zina Zedine, par exemple, qui dénonçait, qui interpellait, qui osait faire contrepoids aux géants comme les Haddad et Shi. Aujourd'hui, silence. Elle est derrière les barreaux, Zina réduite au silence dans l'indifférence générale. Même son nom s'efface. Même sa détention ne dérange plus personne. Elle est devenue un fantôme médiatique. Voilà où on en est. Et nous revoilà avec un nom qui revient comme un mauvais refrain, Kamel Moua. Patron du très officiel Conseil du renouveau économique algérien, rien que ça. Depuis février 2022, ce magnate venu de Bida, connu pour ses laboratoires, Vénus continue de faire trembler les fondations du système bancaire. Dernier coup d'éclat. Le PDG de la BEA a discrètement sauté, éjecté sans tambour ni trompette. Et pourquoi? Parce que Monsieur Moua, milliardaire influent, a discrètement fait jouer ses réseaux, multiplier les coups de fil bien placés jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Résultat, un banquier de moins, un coup de force de plus et pas une ligne dans la presse. À la tête de la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, trônait jusqu'à récemment un certain Monsieur Hariali. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple banque de quartier. Non, la BEA, c'est le mastodonte du secteur bancaire algérien, la locomotive financière du pays. C'est l'établissement public le plus influent d'Algérie et l'un des poids lourds du continent africain. Pourquoi? Parce que c'est elle qui orchestre l'ensemble du ballet pétrolier national, exportation, transactions, contrats internationaux, tout ce qui sort des pipelines de Sonatrach passe entre ses mains. C'est littéralement la banque par laquelle l'Algérie respire économiquement à l'échelle mondiale. Rien que ça. Et rebelote, la BEA, fleuron bancaire national, change une fois de plus de capitaine. En moins de 2 ans, voilà encore un PDG remercié sans ménagement. Pourquoi? Parce qu'un certain Kamel Moua et sa joyeuse bande perchée au sommet du CREA a décidé de tirer les ficelles. Entre pression politique, manœuvres de coulisses et lobbying à peine déguisé, le scénario se répète, ceux qui osent résister aux caprices de cette élite affairiste finissent par dégager. Un jeu d'échecs bien rodé où le roi ne tombe jamais seul, les pions sautent.
Ce qu'on va vous dévoiler ici, personne d'autre n'ose le faire. Pas par manque d'envie, mais parce que seuls quelques irréductibles, comme nous, ont encore le luxe de parler librement. Voici les coulisses d'un feuilleton qui pue la manigance le 3 avril 2024. Un nouveau PDG, M. Boiry-Rahi, était parachuté à la tête de la BEA. Il prenait la relève de son prédécesseur dont le nom, même flou dans la mémoire collective, a subi le même sort éjecté. La raison, toujours la même rengaine, encore un dirigeant qui a eu le malheur de croiser le chemin de Kamel Moula. Une mésentente, un désaccord, un clash discret. Peu importe le terme, entrer en conflit avec Moula, c'est s'assurer une sortie rapide par la petite porte. Kamel Moula n'a pas digéré que la BEA lui ferme le robinet. Selon lui, les dirigeants de la banque faisaient preuve d'une rigidité inacceptable, refusant d'ouvrir les vannes du crédit, comme il l'aurait souhaité pour lui, pour ses camarades du CREA, pour toute la petite cour des entrepreneurs amis du régime. Il réclamait des milliards, des torrents de dinars sous forme de prêts, soi-disant destinés à des projets d'investissement. Sauf que voilà aussi bien l'ex-PDG que son successeur Ari Ali ont flairé l'arnaque. Trop flou, trop risqué, trop tiré par les cheveux. Bref, pas assez solide pour convaincre un banquier digne de ce nom. Et toujours la même rengaine, Kamel Moula et sa bande exigent des montagnes d'argent pour des projets qui tiennent à peine debout. On parle ici de dossiers bancals, de plans d'investissement cousus de fil blanc, bourrés de failles et totalement dépourvus d'analyses sérieuses. Pas d'études solides, pas de projections crédibles, aucune preuve de rentabilité. Ce sont des projets bricolés, parfois même absurdes, lancés à la va-vite, sans queue ni tête. Et quand la banque leur demande des garanties, silence radio. Rien pour rassurer, rien pour convaincre. Bref, on leur demande un plan. Ils ramènent un brouillon. Dans n'importe quel pays qui se respecte, décrocher un crédit bancaire ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas un distributeur automatique. Les banques sérieuses, du moins, suivent des protocoles rigoureux. Avant de lâcher un centime, elles exigent des garanties, des preuves, des dossiers solides. Commission d'analyse, études de marché, projections financières, enquête sectorielle, tout est passé au crible. Il faut démontrer que l'entreprise tient la route, qu'elle est solvable et surtout que le projet générera un vrai retour sur investissement. C'est ça le monde réel. Pas un cirque où l'on distribue des milliards sur simple demande orale. Aucune banque au monde ne balance des milliards à l'aveugle sans s'assurer que le projet tienne debout, que l'entreprise ne soit pas un château de cartes et qu'un retour sur investissement soit au moins envisageable. C'est la règle. Partout. En France, aux États-Unis, en Chine ou à Hong Kong, même dans les économies les plus libérales. Car non, le libéralisme, ce n'est pas le grand n'importe quoi. Ce n'est pas synonyme de « tout est permis » ou de « chacun pioche ce qu'il veut dans la caisse ». Les institutions financières, même les plus ouvertes, ne sont pas des distributeurs automatiques pour rêveurs sans garantie. L'économie, ce n'est pas une partie de Monopoly et les billets ne sont pas en papier glacé. Même dans les économies les plus ouvertes au monde, obtenir un prêt bancaire, surtout quand on parle de dizaines, voire de centaines de millions de dollars, ce n'est pas une formalité. Avant de signer quoi que ce soit, les banques veulent du concret. Des dossiers en béton, des plans d'investissement qui tiennent la route, des stratégies claires, des prévisions sérieuses. Et surtout des études. De marché d'impact sectoriel, rien ne passe sans ça. C'est du lourd. Il faut des experts, des analyses poussées, du travail de fond. On n'invente pas un projet à 50 millions avec 3 slides PowerPoint et un sourire. Ce qui est troublant, mais pas vraiment surprenant, c'est la façon dont Kamel Moula et sa petite cour, bien installée au sommet du CREA, tirent profit de leur proximité quasi fusionnelle avec Abdelmadjid Tebboune. On ne parle pas d'une relation lointaine ou institutionnelle, non. C'est du copinage de haut niveau. Et ça tombe bien pour eux car la BEA, qui est tout simplement la banque la plus puissante du pays, est au cœur du système. Mais pas de panique, on vous en dira plus dans une autre vidéo. D'ailleurs, préparez-vous parce que les chiffres qu'on va vous révéler sur cette banque sont tout simplement astronomiques. Ce que personne n'ose dire et que le régime de Tebboune se garde bien de mentionner, c'est que l'État, via ses banques publiques, distribue en ce moment des sommes colossales à des entreprises privées. Des enveloppes bien plus grasses qu'à l'époque de Bouteflika. On parle de financements monstrueux injectés à coups de milliards dans des groupes triés sur le volet. Et pourtant, sur le terrain, c'est le néant. Depuis 2022, les crédits pleuvent, mais pas l'ombre d'un chantier,
Pas une usine, pas un projet tangible à l'horizon. Tout cela est joliment emballé sous l'étiquette de projet industriel stratégique censé révolutionner l'économie nationale, sauf qu'en vrai, c'est surtout du vent. 3 ans qu'on attend, 3 ans qu'on nous promet monts et merveilles, et devinez quoi, toujours rien. Pas la moindre trace de réalisation sérieuse. Aucun projet sorti de terre, rien de concret à montrer, pas un seul résultat digne de ce nom. Tout ce qui a été annoncé est resté bloqué au stade de la promesse creuse, c'est le désert version béton. À l'époque, on ne s'est pas tu bien, au contraire. On l'a dit, redit et documenté, et si vous avez raté ça, allez jeter un œil à notre émission du 4 avril 2024, Kamel Moula fait tomber le DG de la BEA. On y révélait en détail comment ce grand manœuvrier de l'ombre avait réussi à éjecter le patron de la banque en appuyant là où ça fait mal directement auprès du président de son entourage de son cabinet. Pression discrète, lobbying bien huilé, opération en coulisses, tout était millimétré pour obtenir ce qu'il voulait, la tête de Lazare, l'ancien PDG de la BEA. Et devinez quoi, il l'a eu. Et devinez quoi, reblotte. Le nouveau patron de la BEA s'est retrouvé exactement dans le même bourbier que son prédécesseur. Le scénario ne change pas d'un poil. Depuis 2023, le Créa tambourine aux portes des banques avec une demande pas piquée des hannetons 22 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Une somme astronomique censée financer, tenez-vous bien, 6 100 projets économiques, tous portés par les petits protégés de Kamel Moula, entrepreneur labellisé CEREA, homme d'affaires bien placé et société amie du club fondé en 2022. Une demande en or massif avec un flou artistique XXL. Évidemment, quand on parle de milliards à injecter, tout le monde se tourne vers la plus grosse machine à cash du pays, la BEA. Trônant fièrement au sommet du paysage bancaire algérois, c'est elle que le Créa et ses membres courtisent avec insistance. Il y a bien eu d'autres banques, sollicitées certes, mais soyons clairs, c'est la BEA qui a raflé la majorité des demandes. Pourquoi? Parce qu'elle incarne la puissance, la stabilité et surtout le jackpot potentiel. Mais voilà le hic, les dirigeants de cette banque, contrairement à ce que certains espéraient, sont de vrais pros. Des banquiers, pas des distributeurs automatiques. Et quand on leur balance une demande de 22 milliards sur la table, ils ne signent pas sans lire entre les lignes. Les chiffres donnent le vertige. Et franchement, on peut comprendre que le PDG de la BEA joue la prudence. Il n'a aucune envie de finir comme certains banquiers de l'ère Bouteflika, menottes aux poignets traînés devant les tribunaux pour dilapidation de fonds publics. Il a retenu la leçon quand les milliards s'envolent, c'est rarement les politiques qui paient la note. Alors oui, il temporise, il vérifie, il hésite. Parce qu'au fond, il le sait, l'argent qu'il manipule n'est pas privé, c'est celui de l'État, donc celui du peuple. Et dans ce pays touché au coffre-fort national, c'est toujours jouer avec le feu. Avant de signer le moindre chèque, les banquiers posent leurs conditions, et pas n'importe lesquelles. Ils veulent du béton, du fiable, du vérifiable. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent à pouvoir se défendre si les choses tournent mal. En cas de pépin, ils doivent être capables de dire « Nous avons agi dans les règles, ce n'est pas une faute de gestion. » Oui, il arrive qu'un investissement capote, qu'un projet échoue. C'est le jeu. Les finances, ce n'est pas une science exacte. Mais tant que les critères sont respectés, ils dorment tranquilles. Sans garantie solide, par contre, c'est eux qu'on traîne devant le juge. Dans le monde de la finance, rien n'est garanti à 100%. C'est une jungle d'incertitudes. Mais une chose est sûre, on ne distribue pas des milliards en claquant des doigts, ni sur simple coup de fil, ni sous prétexte qu'un nom brille. Avant de valider quoi que ce soit, la banque doit avoir un dossier sérieux en main avec des preuves concrètes que le projet peut rapporter. Et si jamais ça tourne mal, elle doit pouvoir retomber sur ses pieds, hypothèque, garantie, levier juridique, bref, de quoi limiter la casse. Parce qu'un banquier, ce n'est pas un magicien. Et le crédit, ce n'est pas un tour de passe-passe. Quand une banque prête, ce n'est pas un don, c'est un pari. Elle devient partie prenante du projet, elle mise son argent dans l'économie réelle. Son rôle est donc central, presque vital dans la dynamique de croissance. C'est elle qui injecte le carburant. Mais attention, ce carburant doit être sécurisé. On ne remplit pas le réservoir à l'aveugle. Il faut des filets de sécurité, des garanties solides parce qu'en finance, même si l'erreur est humaine, l'imprudence est fatale. Et pourtant, voilà que Kamel Moula revient à la charge fidèle à sa méthode pression
En coulisses, coups de téléphone insistants et des dossiers bricolés à la va-vite, sans études crédibles ni projections fiables. Il avait usé de cette recette avec l'ancien PDG, il la resserre à son successeur. Les projets manquent de fonds, les analyses sont creuses et les garanties aux abonnés absents. Et là, le PDG de la BEA lucide et pas suicidaire lève le pied. Il dit en gros « Je ne vais pas apposer ma signature sur un prêt de plusieurs milliards comme on valide une commande Uber ». Il voit déjà venir le scénario catastrophe. Aujourd'hui, Moua est sous le bouclier de Tebboune comme Haddad l'était sous Boutef. Mais demain, si le président tombe, s'évapore ou tout simplement cède sa place, qui sera sur la sellette, qui paiera les pots cassés, ce ne sera pas l'oligarque, non. Ce sera le banquier qui a signé celui qu'on ira cueillir à l'aube menotté, convoqué, interrogé, enfermé. Comme on l'a déjà vu. Et lui, il préfère éviter la cellule pour un crédit mal né. Alors forcément, les banquiers bloquent. Ils refusent de signer. Et franchement, ils ont raison. S'il faut distribuer des milliards comme des bonbons, que le président prenne son stylo et qu'il écrive lui-même le chèque cadeau pour Kamel Moua et ses copains. Mais le banquier, lui, il n'est pas là pour jouer au loto avec l'argent public. Pas de garantie, pas de signature. C'est aussi simple que ça. Tant que le projet ne respire pas la solidité financière, tant qu'il n'y a pas un minimum de sérieux économique, la ligne de crédit reste au frigo. Et là, que fait notre cher Kamel? Il pique sa crise. Il décroche son téléphone, harcèle les ministères, commence par les finances, passe chez le Premier ministre et évidemment tape à la porte du palais présidentiel. Il exige une audience, joue les victimes, pleurniche sur le méchant DG de la BEA. Et en coulisses, il répand son venin. Il accuse les banquiers de freiner le progrès, de saboter la réussite nationale. Rien que ça. Et il ne s'arrête pas là, notre ami Kamel. Il va jusqu'à murmurer à l'oreille du pouvoir susurré à Tebboune et à sa cour que ces banquiers sont des saboteurs infiltrés, des taupes déguisées en cravatés. Selon lui, ils ne bloquent pas les crédits, non, ils s'attaquent à rien de moins que le grand projet économique du président bien-aimé. Ils complotent contre la vision glorieuse d'Abdelmadjid. En résumé, ce sont les ennemis du progrès, les traîtres intérieurs, cette fameuse expression que Tebboune adore ressortir à chaque discours comme un refrain patriotique. Et comme si un coup de massue ne suffisait pas, rebelote. 1 an et demi après avoir réussi à éjecter un premier patron de la BEA grâce à ses manigances de coulisses, voilà que Kamel Moua, dans un remake à peine déguisé, fait tomber un deuxième PDG, 2 têtes décapitées et dans un silence assourdissant. Pas un mot dans les médias, pas un frémissement dans les coulisses du pouvoir, pourtant c'est bel et bien ça le vrai sabotage. Fait maison. Alors pourquoi tout ce cirque de sabotage simple pour que le Kéréa et Kamel Moua puissent obtenir des milliards sans garantie, sans scrupule, avec une complaisance qui frôle l'illégalité? Dans aucun pays sérieux au monde, on ne débloque une telle somme, 10 milliards voire plus, sans un minimum de preuves que l'argent va rapporter quelque chose. Et ces fameux 6000 projets dont on parle, personne ne les a jamais vus. Moi, je lance un défi, ça fait 3 ans que je dis à Kamel Moua, prenez une caméra, faites venir la presse nationale et internationale, allez sur le terrain et montrez-nous ce que vous prétendez avoir construit. Les usines, les installations industrielles, les investissements colossaux, rien. Le vide sidéral. À l'époque de Bouteflika, au moins les oligarques mettaient la main à la pâte. Oui, c'était corrompu, oui, ça tournait à la magouille, mais au moins il y avait quelque chose de visible. On voyait des usines sortir de terre, des projets prendre forme. Certains lançaient des complexes de production d'huile, d'autres des usines de raffinage du sucre, des partenariats industriels avec des marques étrangères comme Hyundai. Ce n'était pas parfait, loin de là. Beaucoup de projets étaient bancals, inachevés, parfois mal gérés. Mais au moins, ils existaient. Il y avait des ouvriers, des emplois créés, des inaugurations, du concret. Aujourd'hui, il ne reste que des promesses en PowerPoint. Je ne l'ai jamais vu couper un ruban, poser une première pierre, ni même inaugurer un simple hangar. Pas une image, pas une vidéo, rien. Alors je lance un appel, montrez-moi une seule preuve. Une usine, une vraie, avec des machines qui tournent, des ouvriers au travail, une production qui sort des chiffres, des bilans, des exportations, bref, du concret.
Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est du vent emballé dans du storytelling. Et ce n'est pas fini, on y reviendra dans notre prochaine émission. Parce que les chiffres, eux, parlent. Les lignes de crédit, les financements délirants, accordés par les banques algériennes, surtout les banques publiques, mais aussi quelques privés, atteignent des sommets vertigineux. Des milliards déversés à tour de bras pour les membres du CREA, ces entrepreneurs étoiles montantes de l'économie nationale. Sur le papier du moins. Les chiffres, vous allez les voir tout à l'heure et tenez-vous bien parce que sur le terrain, il n'y a strictement rien. Le chômage grimpe, les exportations hors hydrocarbures plongent et pendant ce temps, les rayons des magasins se vident dès qu'on réduit les importations. Alors je pose la question, ils sont où ces fameux projets miracles dont on nous parle depuis 3 ans? 6100 projets fantômes, zéro visible. À moins, bien sûr, qu'il s'agisse de programmes secrets venus du futur, genre construction de stations spatiales ou production de missiles intelligents. Mais soyons honnêtes, personne n'a investi dans l'intelligence artificielle, ni dans la conquête lunaire. Faut arrêter de rêver, on parle d'un pays qui peine déjà à produire ses propres vices. Kamel Moula est en train de devenir un véritable danger public. Oui, un danger pour l'économie, pour la crédibilité du pays, et même pour sa stabilité. Ce qu'il fait aujourd'hui cause plus de ravages que tout ce qu'avait pu commettre un certain Haddad à son époque. Il est grand temps de mettre fin à cette comédie, de tirer le rideau sur ce théâtre d'influence et de protéger ceux qui, eux, font encore leur travail, nos banquiers. Parce qu'un banquier, ce n'est pas un caissier de supérette, ce n'est pas quelqu'un qui sort des milliards comme on rend la monnaie d'un billet de 10. Nulle part au monde on accorde des crédits pharaoniques sans garantie, sans études sérieuses, sans preuve tangible de viabilité. Distribuer l'argent public sans contrôle, ce n'est pas de la croissance, c'est du suicide économique. Suicide économique.